ça, on entend bien. Bon, voilà. Non, mais tu peux laisser. Ah oui, pour l'enregistrement, c'est vrai, d'accord. Donc, mon intervention s'appelle le maniérisme du signifiant, je vais mal expliquer. Je voudrais vous livrer, entre porteurs de cendres, 3 formules de Boris, comme une sorte de diapason que vous aurez à l'intérieur pendant que je ferai mon exposé. La première formule dit ceci: les muses ont l'oreille fine. La deuxième dit ceci: c'est le temps du rapace et celui du poème. Et enfin, la troisième dit, évoque, c'est dans Terranecci, les chuchotis du royaume. Alors permettez-moi tout d'abord de citer ce mot péremptoire, mais révélateur, de Barthes dans un article célèbre sur Schumann. Barthes dit ceci: le musicien est toujours fou, et l'écrivain, lui, ne peut jamais l'être, car il est condamné au sens. Gageons que l'amour de Boris pour la musique lui a fait écrire sa poésie comme un compositeur compose, c'est-à-dire selon le régime de la folie propre aux musiciens, c'est-à-dire sans être condamné au sens. C'était d'ailleurs tout le propos, pour celles et ceux qui étaient déjà présents, de mon intervention au colloque de Nice. Alors, folie pour folie, voici, à tout seigneur, tout honneur, une composition faite de citations gamaléiesques, je préfère dire gamaléiesques, moi, gamaléien. Donc, faite de citations gamaléiesques, collées les unes aux autres et commentées à la va-vite pour révéler un leitmotiv insistant, celui d'une fascination du poète pour la musique, exprimée par les références musicales et révélatrice d'une équivalence profonde entre les deux arts dans le dispositif général de la création de Boris. Oratorio jusqu'au silence, tu embrasses le musicien sur les 2 joues. La grande musique émiette les enclos, l'enfant Tao est éreinte l'eau passante, doigt tendu vers des univers prolixes. Un zeste de trille entrée en météore, l'ultime trille et la lointaine proximité, entrée en tintamarre, demeure tintamaresque, récit d'écrivagance, je risque mon esprit entre tes extensions, pur arsenal de voix brisées. Alors, dans ce concert où musique et poésie vont de pair, Boris a toujours eu le souci de l'orchestration, et tout d'abord de la magie de l'orchestre. Écoutez ça. L'enfance soliste à elle seule éveille l'orchestre. Moi, j'entends un orchestre prendre au ciel tout l'or de la nuit. L'orchestre au loin était le pouls de la terre. Comme chez Bruckner, chez Boris Gamaleya, les flûtes sont un vecteur essentiel de spiritualité avant toute chose. Écoutez, flûte d'enfant, flûte d'un coq, je te prends en flagrant délit de sémaphore, vie maintenue dans l'étrange exil d'une flûte, flûte basaltique, flûte nippone, les étoiles qu'ensoleille de sa flûte en coq du Japon, forêt de flûte dans les bambous. Les cuivres, ensives, conques, modernes, sont chez Boris entre révolte et méditation. Écoutez, colère dégorgée d'une musique en cuivre, vibrante, délicon. Les cordes sont le triomphe des cordes pincées chez Boris depuis le Valli, n'est-ce pas, qui est le maître du premier livre. Théorbe, cithare, harpe, luth, mon deuil est estélie, doigt devant théorbe, pincée de théorbe. La balalaïka, le biba, guitare à 4 cordes utilisée à l'opéra de Pékin, et puis, je l'ai dit, avec la Valli, les psalteriums, le clavecin, les archivioles qui sont une sorte de clavecin avec un jeu de viol, hein, et ainsi de suite. Le piano, instrument du père, entre confidence et amitié, et aussi représentant de l'île, symbole de l'île, présence de l'île. Écoutez.
écouter. Il, mémoire d'un vertige, vie du musicien fauché avant l'heure, silencieuse élégance d'un piano laqué noir, touche glacée où repose l'âme de Schumann. Il, exotisme d'un cosmos dont seule la montagne prend bonne mesure, bras tendus vers les notes les plus graves. Dans l'épreuve du dernier bateau, un piano exhale encore, dans l'épave du dernier bateau, un piano exhale encore quelques quintes sentimentales. Une souris dans le piano, là, d'un piano effleuré en passant, les fées des cavernes éclosent de tout leur feu. Les orgues, élévation, sublimation, jubilation, les orgues sublimes, dit Boris de Coimbra ou de Valladolid, le temps des généreux transpositeurs de voix célestes en flûte octaviante, récits de Tierce, Nazar, Bromore, de Grandbois, orgues de l'esprit, gai les orgues. La percussion avec ses rythmes qui scandent la vie, qui scandent la mort, et qui scandent la vie et la mort ensemble. Cymbales, les cieux se mettent en forme. Tu es le poulpe et ses cymbales de grand vent. Un tambour, tout va bien, tout louvain. Tambourinaire, tamboureur, un tambour à la tempe. Nous vous écoutons derrière la peau des tambours bâtards. J'avance où éructent les tam-tams kélélés. Les tam-tams font tabou, tabou, tabou. Douam, tac. Comment? Je regarde votre paupière faire douam, tac, et je pense au vieil homme de la mer que Simba a enivré. Vers le nord, voilà ce qui attend également le petit doigt un peu sorcier que vous agitez en cadence. Douam, tac. Cette fois, la méchante sorcière Zélogia a transformé en babouin le jeune prince Cassim de Charac. La cloche. Ah, si je vous disais la cloche chez Boris Gamalia, triomphe de la résonance universelle. Un matin bien retapé nous est livré un état impeccable de résonance. Les éclats de cloche, les archives du bruit dans les trous du silence. Galang, mangue et mandragore, nos cloches à tout ciel. Le ciel, avec toute une véhémence, recrute des cloches de lianes et des pensées d'eau. Écoutez-moi, et cette mer en son ancienneté de cloche. Sonnez les cloches, sonnez nos contes, la croix du mort-vivant, mon cri, mon oxymore. Les cloches n'avaient que tes ailes pour s'ouvrir. Les guimbardes, et notamment le bobre réunionnais, qui est associé dans un poème célèbre de Pluton la nuit au Berimbau du Brésil. Et foum, tu m'accompagnes, tu fais entrer en moi ton mot possible, ou Congo, Berimbau. J'arrête là et je rentre dans le vif de mon sujet. Je vous l'ai dit, les muses ont l'oreille fine. Le maniérisme du signifiant. En reprenant ici une expression dont j'ai fait usage dans ma petite préface à Gédel, Vent des origines, maniérisme du signifiant, je voudrais préciser que ce que j'entends par maniérisme, je voudrais préciser ce que j'entends par maniérisme. Car je ne souhaite en aucun cas qu'on persiste à envisager ce terme avec dépréciation, comme l'avait fait un journaliste ici, parlant de la publication de Gédel, se référant à mon expression maniérisme du signifiant, en disant voilà, c'est ça, Boris Gamalia, on n'arrive pas à le lire parce qu'il y a le maniérisme du signifiant. Il y avait dessous, évidemment, toute une acception péjorative du terme et je veux la renverser. Je ne veux pas qu'on persiste à envisager ce terme avec dépréciation, celle qu'on lui assigne dès lors qu'on le considère comme coupable de crimes de lèse-simplicité, de lèse-clarté, de lèse-classicisme. Or, les exemples ne manquent pas, même en France. L'écriture maniériste, au sens large qui m'intéresse, et que je suis en train de vous exposer, pratiquée par le grand nombre de la littérature, voire de la philosophie. Citons pêle-mêle, et bien entendu loin de tout souci d'exhaustivité, Lycophron, Virgile de Toulouse, Isidore de Séville, les troubadours du Troubarclous, Balthazar Gracian, Rabelais, Montaigne, Théophile de Viau, Paul Verlaine, Stéphane Mallarmé, René Guil, Fernando Pessoa, Jaco Diverti, René Chat, Vladimir Jankelevitch, Pedro Tamen, Herberto Herbe, Suzanne Hélène, Simone Jacquemart, Pascal Quignard, et j'en passe. La diversité même de leurs écritures donne déjà un aperçu de l'idée que je veux défendre ici. J'appelle maniérisme, au sens large,
toute écriture qui accorde un statut éminent à la manière, aux manières, au tour, si vous préférez. Bref, au signifiant et à son dispositif de signifiance, en refusant qu'il soit en position ancillaire par rapport au sens, un sens réduit à sa dimension de signifier. Ce refus n'est en rien arbitraire, car il repose sur une connaissance et une pratique intense de l'écriture. Le sens n'est jamais surplombant. Alpha et oméga, je passe sur le alpha, bêta, gamma, alpha et oméga de l'acte créateur. Il dépend fondamentalement de la manière. Autrement dit, jamais une œuvre ne vaut que pour son signifié, elle vaut pour son tout, toujours, dans laquelle ce qu'on appelle le signifiant, ce qu'on appelle la signifiance et ce qu'on appelle le rythme sont des instances déterminantes, majeures. On aura compris, avec tout le respect que bien des vers de ces derniers m'inspirent, que cette conception de la littérature, en particulier de la poésie, ne se revendique pas spécialement de Malherbe ni de Boileau. Plutôt d'Henri Baldinet, par exemple, qui écrivait « Nous ne sommes jamais en face d'un rythme, nous sommes impliqués en lui. » Ou plutôt d'un autre Henri Béchenique, dont certains d'entre nous continuent d'avoir en tête les formules décisives. Par exemple, je définis le rythme, dit Béchenique, je définis le rythme dans le langage comme l'organisation des marques par lesquelles les signifiants produisent une sémantique spécifique, distincte du sens lexical et que j'appelle la signifiance, c'est-à-dire les valeurs propres à un discours et à un seul. Ces marques peuvent se situer à tous les niveaux du langage, accentuel, prosodique, lexical, syntaxique. C'est dans Critique du rythme pour ceux que ça intéresse. J'ai cité à la fin de ma liste 3 écrivains contemporains, même si 2 nous ont déjà quittés. Je voudrais revenir sur l'une d'entre eux, Suzanne Allen. En effet, elle n'a eu de cesse que de montrer dans sa poésie, dans ses romans, dans ses essais, que toujours le maniérisme et le maniérisme du maniérisme. Et je cite, elle le définit, le maniérisme, citation, comme une volute subversive. C'est dans un court essai qui est dans des actes d'un colloque de Cerisy, et ce court essai s'appelle Petit traité du nœud. Le nœud. Et donc elle dit, le maniérisme volute subversive déjoue les postures et les postulats en dégonflant les prétentions idéologiques par des stratégies de détournement, de contournement, de retournement, bref, des stratégies de tour de main qui ne cessent de mettre en porte-à-faux les grands discours, les belles paroles et les langues de bois. Adepte des innombrables manières de l'effet baroque, innombrables manières de l'effet baroque, c'est une formule de Suzanne Allen, elle rejoignait alors à sa manière les analyses subtiles d'un Jean Kelevitch, notamment sur le je ne sais quoi et le presque rien, qui démontrait subrepticement, mais pas moins tenacement, qui démontait les grands systèmes de pensée entièrement arc-boutés sur leurs idées claires et distinctes, dans l'oubli des hommes obscurs de la pensée, sur leurs impeccables raisonnements, sans se rendre compte qu'ils étaient tous dépendants, tous ces systèmes de pensée, d'une rhétorique, sur la solennité et la gravité de leurs assertions, martelées bien évidemment avec tout l'esprit de sérieux et de lourdeur. Pour ces maniéristes, et Kamaléa et leur père, il s'agit, selon une expression de Christian Boumet, dans un livre que je vous recommande, La déraison poétique des philosophes, il s'agit d'exhiber la division infinie des choses par la dislocation du sens, de récuser l'unité fallacieuse du signifié par la démultiplication des signifiants. Démultiplication d'ailleurs, non délouée de violence maïotique, dans l'ordre de la pensée et dans l'ordre de la figuration. Boris Gamaléa est un formidable adepte d'un tel maniérisme, auquel il confie lui aussi la mission de dénoncer les postures, de remettre en cause les postulats, de dégonfler les grandes poses idéologiques et de faire advenir, fût-ce au forceps, de l'inouï, de l'imprésentable, pour reprendre le concept de Philippe Lacoue-Labarthe, qui a le double sens, ce mot imprésentable, d'irreprésentable et d'une présence qui se dérobe au moment où elle arrive, d'une présence-absence selon
le vocabulaire de Jankélévitch. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que Boris a cité plus d'une fois et a glosé plus d'une fois dans son œuvre Vladimir Jankélévitch, dont il partage précisément cet attachement au je ne sais quoi et au presque rien, mais aussi à la musique, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, comme art suprême de tous les maniérismes, puisque dépourvu de ce que les linguistes appellent la double articulation. Et donc, cette articulation double qui ouvre la voie dans l'usage de la langue à l'impérialisme du signifié. Il s'est toujours agi pour Boris de produire, et je cite Boris, une salubre incantation au dos des artifices. Une salubre incantation au dos des artifices. Parler de contournement, de détournement, de retournement. Et donc, telle est la façon qu'avait Boris de libérer la vie là où elle est emprisonnée. Telle est sa ligne de fuite. Je cite encore Boris. Lexique fait naufrage en les feux du congrès. Alors, en les feux du colloque, nous allons espérer que le lexique ne fera pas naufrage. Les grands mots du lexique, disait Boris, fatigués de discuter font dodo, et les choses qu'il cachait risquent un œil vers la liberté. Alors, je regarde quand il est parti. Ça prend un peu de temps. Mon propos, si vous voulez, consiste à défendre, au fond, ce qu'on peut appeler par ailleurs l'hermétisme de Boris Gamaleya, par le biais de cette stratégie constante d'un maniérisme fait pour, effectivement, pervertir, subvertir les grands discours par, justement, les jeux de signifiants et jeux de signifiants qui, pour moi, sont très proches de l'atelier du compositeur. L'atelier du poète, selon Boris Gamaleya, c'est ce que j'avais démontré à Nice, est très proche de l'atelier du compositeur, parce que les mots vont s'attirer comme les notes vont s'attirer pour former des accords. Et le mot accord me paraît tout à fait intéressant. Je vais y revenir tout de suite. Mais si vous voulez, parfois, tout ce dispositif de Boris me rappelle une formule de Kant. D'un ton grand seigneur utilisé de la guerre en philosophie, mais alors que Kant, à travers cette formule, critiquait, et je cite Kant, ceux qui prêtent l'oreille à l'oracle au-dedans d'eux-mêmes, Boris a passé son temps à prêter l'oreille à l'oracle qui était à l'intérieur de lui. Et nous avons donc à conférer à cette formule tout le respect du haut poème. Je vous avais parlé d'accord à l'instant. Voici une phrase qui m'intéresse beaucoup de Boris Gamaleya. Tu n'étais qu'un chant de l'âme. Ai-je été pour toi le privilège d'un accord? Le privilège d'un accord, la recherche de l'accord, c'est-à-dire comment les mots vont constituer des consonances, des dissonances, vont être régis par des fonctions harmoniques également, tout à fait égales aux fonctions harmoniques qu'un compositeur se doit de maîtriser pour enchaîner ses compositions. Comme par hasard, dans certains passages, dans notre jargon, nous disons métapoétique, c'est-à-dire où Boris confie son art poétique à son lecteur, il parle, en s'adressant à lui-même un discours à la deuxième personne, aux figures de ton madrigalisme. Le madrigalisme de Boris Gamaleya m'intéresse beaucoup, et je voudrais vous dire qu'est-ce que ça représente, ce madrigalisme, pour lui. Hein, c'est une autre façon de parler de ce maniérisme du signifiant. Je vous donne quelques citations là aussi que je vous lis en les juxtaposant pour que la parole du poète vous dise mieux que moi ce que j'ai à vous dire. Madrigalisme, c'est quoi? Langue incantatoire, ronron incantatoire, sombre silence au fond de la voix sensible pour les langues
désancrée de partout. Somme, cime du langage. L'autre branche incantatoire du diapason traverse des myriades de feuilles vertes et multiplie en toi les rivières du sens et de l'éclat. Bach lave la rivière, gère le jour, pensées et mots laissés pour morts. Éclat de coq traverse l'écriture. La prière en zigzag, non sans cacophonie. Nous sommes les croisés des mots prières, l'univers dégringole de ses gréements. Nous sommes les croisés des mots prières. Alors, rapidement, pour les quelques minutes qui me restent, la petite dizaine de minutes qui me restent, je voudrais mentionner quelques techniques de ce madrigalisme gamaléesque. Et je renvoie à la taxinomie qui servait d'annexe à mon texte dans les actes augmentés du colloque de 2004. Je rappelle cette taxinomie brièvement, et elle repose sur une analyse des procédés, des figures du madrigalisme, et en même temps sur le fait que ces figures du madrigalisme sont un copier-coller, si je peux le dire de manière triviale, des techniques de composition musicale. Par exemple, les jeux de mots considérés comme des jeux d'harmonique, c'est-à-dire on va dégager d'une expression d'autres mots qui sont comme l'émanation harmonique des mots précédents. De même qu'en violoniste, c'est pas Nicolas qui va me contredire que, avec une certaine technique de touche de la corde, faire entendre les harmoniques et pas le son fondamental. Eh bien, c'est un peu comme ça que ça se passe. Écoutez bien. Kyrie eleison, cœur qui sonne, cœur qui sonne. Il y a, si je peux me permettre, un usage immodéré du contre-P, de la contre-péterie chez Boris Gamaleya. Et contre-P et contrepoint, ça va ensemble. Tout contre-P relève d'une technique généralisée du contrepoint. Et cette technique permet de façonner aussi les calembours, les néologismes, les mots valises. Par exemple, cette chose merveilleuse, j'ai cité Roland Barthes tout à l'heure. Excusez du sérieux, on va prendre du recul grâce à Boris. La jupe de Bertha qui demande où est Barthes. Bertha, Barthes. Et vous y êtes. Vous avez fait un bon côté. Bien sûr, Gamaleya dit ceci: dans le filon littéraire, la tirelire tombée des doigts de Dieu teinte le saint mot d'esprit. Alors, il y a un autre passage très célèbre, c'est dans Python la nuit. Nuit, jour, épi, fané. Jour, nuit, épi, fané. Ou bien, c'est dans l'art du contorfait, toi, à foison, foi, à toison. Il y a des bégaiements, des trémolos qui sont très importants si on les rapporte par exemple à ce qui se passe dans Terenetchi, qui est un retour à l'enfance qui boucle l'œuvre en quelque sorte sur elle-même. Ce texte dit Boris dans Terenetchi, ce texte massacre ses murmures et repart. Donc les murmures, c'est ceux de Parle pas, ce personnage de Terenetchi qui bégaye la langue quand il commence à apprendre. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que l'enfance? Étymologiquement, l'enfant c'est celui qui ne parle pas encore et qui apprend le langage et qui va bégayer, puisque vous savez très bien qu'on apprend le langage en répétant papa, pipi, dodo, caca, etc., etc. Donc ces bégaiements et ces trémolos sont chez Boris Gamaleya toujours un signal de ressourcement à l'enfance et de positionnement de la pensée et de la sensibilité au point précis des commencements, au point précis des moments inauguraux. Moi, je vous en cite deux. Le temps tambour, ou bien l'inqui pépette des poules. L'inqui pépette des poules. Bon. Alors, les techniques, elles sont nombreuses, je ne vais pas les énumérer ici. Je crois qu'il me reste 4 minutes, donc je vais
vous en citer 2 ou 3 qui me paraissent très importantes, hein. Les renversements, rêve, vert, Kiloa, un des marrons que nous connaissons, Kiloa, Kila Oxy, Kiloa, Kila Oxy, Bilbao, Bilbao, O, Babil, et ainsi de suite. Alors, il faudrait développer toute une analyse que je ne ferai pas maintenant, des mots goni, puisque c'est la version gamaléesque du mot valise. Le goni étant, pour ceux qui ne savent pas, une toile de jute qui sert à fabriquer des sacs. Hein. Donc, mais dans le mot goni, Gamaleya entend cosmogonie, évidemment. Donc tout mot goni, selon la magistrale démonstration faite par Gilles Deleuze dans Logique du sens à propos d'Alice au pays de merveille et des mots valises de Lewis Carroll, eh bien, effectivement, le mot ésotérique, c'est l'expression de Deleuze, c'est cet endroit du langage où par conjonction, association, on va créer ce que Deleuze appelle une synthèse disjonctive de dissonance. C'est-à-dire on va mettre en rapport des choses très éloignées qui tout d'un coup, comme une corde réagissant à un son, et se met à vibrer toute seule, tout d'un coup ces choses éloignées, ces réalités éloignées vont se mettre à vivre ensemble. Et donc, je passe là-dessus pour en venir, si vous voulez bien, à ma conclusion qui je cherche évidemment, là c'est ça, j'y suis. Il y a chez Boris Gamaleya, et c'est revendiqué, une tentation de la phatrasie. La phatrasie, c'est ce poème non-sens hein, de la tradition médiévale, et je passe là-dessus, mais c'était le point sur lequel je voulais aboutir, hein, si vous voulez. Toutes ces figures de madrigalisme servent à fabriquer des phatrasies qui arrivent, qui s'en vont, qui reviennent, mais servent aussi à fabriquer des glossolalie. La glossolalie, parler en langue, l'épisode pentecostère dans lequel les disciples, tout d'un coup, se comprennent parce qu'ils sont habités par des langues de feu. C'est un phénomène qui est étudié en psychiatrie aussi, bien sûr. Hein. Et la glossolalie, chez Boris, elle est très importante. Elle est comme la phatrasie. Elle traverse le texte en permanence. Elle émerge. Elle provoque. Et aussi bien la phatrasie que la glossolalie sont les moyens que Boris Gamaleya a trouvés pour justement détourner, contourner, subvertir les grands positionnements et les postures idéologiques. Alors, entre attachement obsédant et dissémination à l'infini, il s'est toujours agi de bouleverser l'ordre établi du langage pour retrouver un ordre plus secret, des affinités plus profondes, qui sont sans aucun doute plus importantes et plus décisives. D'ailleurs, Boris dit ceci, j'écris et touche à vire le monde. Je crois que Boris, dans cette entreprise, est un des héritiers révolus d'Arthur Rimbaud, et notamment du point de départ dont Gamaleya, de langue du magma en Gédel et autres entrées en météore, semble être un parent pertinent. Je vous rappelle ce texte de Rimbaud, et je l'effacerai derrière Rimbaud ce matin. Assez vu, la vision s'est rencontrée à tous les airs. Assez eu, rumeur des villes le soir et au soleil toujours. Assez connu, les arrêts de la vie. Ô rumeurs et visions, départ dans l'affection et le bruit neuf. C'est le bruit neuf de Boris Gamaleya que je cherchais à présenter ce matin pour vous. Merci beaucoup.